sommes dans une année cruciale pour le devenir de cette nation, cela montre que le pouvoir dont on parle là, il n'est pas étudié. Il est où? Il est à l'intérieur de chaque foyer camerounais. Concernant votre parcours politique, vous avez commencé par le CPP de Kawana. C'est vrai. Vous êtes ensuite engagé avec le MRC de Maurice Kamto. C'est vrai. Donc, vous étiez la vice-présidente de la section des femmes du MRC. C'est exact. Et vous vouliez même devenir présidente du MRC. C'est ça. Mais vous avez été exclue du parti en 2023. C'est ça. Ce qui a été un tournant majeur d'ailleurs pour votre parcours politique. C'est vrai. Comment est-ce que vous vivez cette exclusion aujourd'hui? Aujourd'hui, comme à l'époque, je crois que il faut simplement accepter les expériences et en tirer le meilleur parti. Peut-être que je dirais que pour moi, c'était le signal qu'il fallait faire quelque chose de différent. La dynamique des partis politiques est une dynamique assez contraignante. C'est-à-dire que quand vous avez un dirigeant de parti à un moment, qu'il soit ou qu'il ne soit pas en ligne avec la philosophie, le projet de société, la ligne du parti, il faut le suivre parce qu'il est le dirigeant. Et en ce sens, pour moi, l'action politique politicienne trouve ses limites, particulièrement dans le Cameroun d'aujourd'hui. Peut-être qu'on va y revenir, mais je trouve que ça fait partie des raisons pour lesquelles les acteurs politiques, au sens de membres et dirigeants de partis politiques, sont déconnectés de la réalité camerounaise. La dynamique de parti peut entraîner une soumission de toute l'organisation à l'ambition de la personne qui est à sa tête. Donc pour moi, le départ du MRC a été le signal pour tenter autre chose, une autre forme d'action politique qui mette la base politique, l'essentiel, la raison d'être de la politique au cœur de la dynamique. Et c'est ce que je fais aujourd'hui dans le cadre du mouvement Les Bâtisseurs de la Nation. On va sûrement revenir là-dessus, j'en suis sûre. Mais avec du recul, maître, comment est-ce que vous analysez cette décision? Est-ce que vous pensez qu'elle était inévitable? Je ne sais pas pour qui. C'est vraiment quelque chose qui m'a été imposé. Je crois que les 5 ans que j'ai passés au sein de cette formation politique, peut-être même plus, je suis entrée en fin 2016 et je suis restée donc jusqu'en juillet 2023. C'est un temps pendant lequel je pense m'être vraiment dévouée corps et âme au parti, à la vision du parti et d'avoir fait tout ce qui était en mon pouvoir pour privilégier l'intérêt du parti sur peut-être ce qui pourrait être mes ambitions personnelles, mes désirs personnels, etc. D'ailleurs, y compris la candidature à la présidence du parti, était vraiment dictée par l'idée que c'était quelque chose qui pouvait être bon pour le parti. Maintenant, les personnes qui ont pris la décision de m'exclure ont pris cette décision en leur âme et conscience. Bien sûr, comme n'importe quel observateur de la scène politique, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que l'exclusion est arrivée très peu de temps après ma candidature à la présidence du parti, donc de faire le lien entre les deux, de remarquer que après moi, Richard Tamfou, qui était membre du directoire, a présenté sa candidature à la présidence du parti, a été exclu du parti quelques jours ou semaines après. On peut quand même observer qu'il y a des coïncidences troublantes. Bon, je ne veux pas aller plus loin dans les analyses parce que je reviens sur la leçon que j'ai tirée de ce parcours. Ce qui est important, c'est ce que nous faisons, ce que nous pouvons faire pour notre pays.
passer beaucoup de temps à débattre de ce qui se passe pour nous, même si nous avons des positions de leadership, c'est nous détourner de l'essentiel. Donc, j'essaye de rester concentrée sur l'essentiel. L'essentiel, c'est comment est-ce que notre nation évolue et comment nous faisons en sorte que notre nation évolue. C'est sur ça que je reste aujourd'hui. En gros, on va comprendre que c'était une surprise. J'étais surprise qu'on en arrive là. Je ne crois pas que j'étais la seule. Maintenant, les choses sont ce qu'elles sont. Et peut-être que c'est une bonne chose, l'avenir nous dira. Ça m'a libérée pour pouvoir travailler sur ce projet des bâtisseurs de la nation. Ça m'a permis de me rapprocher, comme je le disais tout à l'heure, de ce qui fait l'essentiel de la politique à mon sens. Donc, c'est pas quelque chose que je trouve aujourd'hui regrettable. Je n'en suis plus là. Après tout cela, est-ce que vous pardonnez ou MRC de vous avoir exclu alors que vous étiez en plein projet de briguer la présidence du parti? Non, non, parce que d'abord, je ne crois pas que ce soit la décision collective du MRC. C'est une injustice à faire à la base militante. Je pense que c'était la décision d'un certain nombre de personnes qui sont militantes du MRC, d'organes précis. Il y avait le comité de médiation et d'arbitrage qui est composé de 3 personnes, et puis il y avait le président du parti qui devait entériner ou ne pas entériner la décision. C'était leur décision, ils n'ont pas consulté qui que ce soit avant de la prendre. Donc je ne peux pas en vouloir au parti. Est-ce que j'en veux à ces personnes? Non plus. Je pense que elles ont fait ce qu'elles croyaient être juste en fonction d'intérêts qui sont les leurs. Il faut les interroger pour savoir si c'était une bonne chose ou pas une bonne chose pour le parti, parce que pour moi c'est le parti qui est l'essentiel. Et puis enfin et surtout, quand je vois que aujourd'hui encore, mes compatriotes me témoignent leur estime et leur affection. Quand je vois qu'aujourd'hui encore, quand vous pensez à parler sur ce média ou sur d'autres de la politique de ce pays, ben vous pensez à Michel Ndoki. Je me dis qu'il n'y a pas eu de grands dommages, donc il n'y a pas de raison d'être en colère. Si c'était à refaire, Mhm. est-ce que vous auriez mené votre engagement au sein du MRC de façon différente afin d'éviter cette issue? Euh, je ne dirais pas ça. Je ne vois pas. Je crois que chaque étape de mon histoire avec le parti était une étape importante. Je pense que euh, c'est aussi ce parcours qui a fait la personne que je suis aujourd'hui. Donc, renier une partie du parcours reviendrait à me renier aujourd'hui. Et non, je vois pas les choses de cette façon-là. Euh, Est-ce que pendant mon parcours politique, j'ai eu des surprises? Est-ce que j'ai eu des déceptions? Bien sûr que oui. Mais ça fait partie du parcours. On peut pas. C'est comme de devenir adulte. Vous ne pouvez pas vous devenir adulte sans rencontrer la difficulté, sans rencontrer des obstacles. Vous voyez. Donc pour moi, c'est un parcours qu'il faut accepter, assumer et embrasser dans son entièreté. Est-ce que votre rôle au sein du MRC vous a donné, tant pour moi, une forte visibilité en tant que leader féminin? Estimez-vous que le MRC a été un tremplin pour la reconnaissance de votre engagement politique? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, c'est ma nature vraiment. Quand je travaille extrêmement préoccupée par les résultats que je vais obtenir. Mon objectif, quand je suis entrée en politique, vous avez souligné tout à l'heure, hein, avec le CPP, donc depuis 2012, mon objectif était de contribuer à faire en sorte que ce pays change. Ça reste mon objectif aujourd'hui. Tant qu'il n'a pas changé pour devenir ce dont je rêve pour notre nation, c'est-à-dire une nation prospère, où chaque homme et chaque femme vit avec honneur et intégrité son rêve et contribue au bien-être de tous, je considérerais que je n'ai pas fini ce que je m'étais engagée à faire.
il n'y a pas pour moi là-dedans de place pour me demander si je brille, si je suis populaire, si je suis aimée, si je suis détestée. Il n'y a que de la place pour analyser les progrès que nous avons accomplis et décider ce qu'il faut que je continue de faire. C'est comme ça que c'est comme ça que je pense ma vie et mon action en politique. Si je regarde mon parcours depuis que je suis rentrée, donc depuis début des années 2010, il y a des choses qui me restent en mémoire. Je peux vous citer en 2012, par exemple, la marche avec Kawala pour protester contre l'adoption du code électoral qui est aujourd'hui en vigueur. Je peux vous citer le passage devant le Conseil constitutionnel. Je peux vous citer un en 2018. Oui, je Mais prends est-ce les que événements dans le désordre. le nom de Maître Ndoki ne résonnait pas autant, à moi si je me trompe, Mhm, quand vous étiez encore au CPP? Il a fallu que vous arriviez au MRC, mhm, qu'il y ait les élections de 2018, mhm, qu'il y ait cette fusillade, qu'il y ait votre emprisonnement, tout à fait. avant qu'on ne commence réellement à entendre Maître Ndoki par-ci par-là. C'est Est-ce que vrai. c'est juste? C'est très juste. Alors, est-ce que ça, c'est le fait du MRC? Comme je vous dis, je me pose pas vraiment la question. Est-ce que c'est le MRC qui m'a tiré dessus? Non. Vous voyez? Est-ce que c'est le MRC? Oui. Mais Alors, c'est un enchaînement de choses. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais je crois que c'est un enchaînement de choses qui tient au fait que j'étais militante du MRC et qui tient à plusieurs autres faits. Par exemple, devant le Conseil constitutionnel, euh, j'étais en tant qu'avocat. Nous étions plus d'une dizaine d'avocats. Je pense que j'étais la seule à être militante du MRC parmi ceux qui ont, ou peut-être on était deux, Sylvain Swop aussi de regretter mémoire. Ah oui, alors il y avait Sylvain Swop, Emmanuel Sim et moi de mémoire. Beaucoup de personnes ont pris la parole pour le compte du MRC, comme l'ancien bâtonnier Akere Mouna, comme Maître Yondo Black, ancien bâtonnier également, qui ne sont pas des militants du MRC. Nous étions là pour faire notre travail d'avocat. Alors, est-ce que c'est l'avocat en moi qui est devenu, comme vous dites, célèbre, ou est-ce que c'est la militante de parti? Je ne sais pas du tout. Et comme je vous l'ai dit, je ne crois pas que ce soit si important que ça. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a retenu de ce moment? Pour moi, c'est ça qui est important. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je continue d'avancer dans la vie politique. Ce qu'on a retenu de ce moment, c'est que tant que vous restez absent de la conversation politique, le pays peut dégringoler et vous ne pouvez blâmer personne d'autre que vous-même et votre inaction. Les électeurs camerounais, les citoyens camerounais se sont emparés de ce débat sur la contestation post-électorale et ils n'ont jamais plus relâché leur intérêt pour la vie politique. Ça, c'est important d'y avoir contribué même un peu. J'en suis extrêmement fière. Si on dit que c'est grâce au MRC, tant mieux. Et à cette époque-là, vous étiez l'avocate du professeur Maurice Kamto. Tout à fait. Vous pouvez dire maître aussi, il se trouve qu'il est aussi avocat. Bon, d'accord. Comment est-ce que vous décririez votre relation avec lui aujourd'hui, après cette exclusion, après tous ces sacrifices-là que vous avez faits? Bon, je crois que dire que notre relation a été influencée par l'un ou par l'autre serait dire quelque part que nous ne sommes pas des adultes et que nous n'avons pas conscience que la relation personnelle et la vie politique sont deux choses complètement différentes. Une autre chose, nous en tant qu'avocats, nous sommes entraînés à la contradiction. Nous sommes formatés pour être en contradiction, c'est l'essence même de notre métier. Nous allons défendre devant des juridictions un point de vue. Parfois, nous défendons, par exemple, en matière pénale, quelqu'un qui est victime. Parfois, nous défendons quelqu'un qui est accusé. Ça ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec la personne. Ça veut dire que nous voulons nous assurer que les droits de la personne soient respectés. Parfois, nous nous retrouvons avec des confrères qui défendent les dossiers à nos côtés. Parfois, nous nous retrouvons avec des confrères qui sont nos adversaires
ça ne change rien à la qualité de la relation que nous avons entre confrères. Donc, pour moi, et j'en suis persuadée, mais vous lui poserez la question à l'occasion pour le professeur Camto, ceci n'a rien à voir avec notre relation personnelle. Nous avons chacun fait ce qu'il croyait juste à un moment donné et nous continuons chacun de faire ce qu'il croit juste pour le Cameroun. Parlant de votre vie politique, de Mhm. votre retrait de la vie politique notamment. Après votre exclusion du parti, Oui. vous avez choisi de vous éloigner des partis politiques. Mais pourquoi cette Oui. décision? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que les formations politiques en général, c'est encore plus grave pour la formation politique qui est au pouvoir. Mais les formations politiques de manière générale sont déconnectées de la réalité. J'ai un ami qui m'a envoyé ce matin un post qu'il a fait sur Facebook. C'est quelqu'un qui, je pense, a assez peu voté dans sa vie et qui n'est pas du tout ni militant, ni d'habitude même très intéressé par la vie politique, mais qu'il est de plus en plus, je pense, notamment depuis 2018. Nous ne discutons pas en général de politique. Et il m'envoie ce message qu'il a posté sur Facebook où il dit en substance, en ce qui concerne chaque formation politique, qu'elle est en train de parler de tout, sauf de ce qui nous concerne, nous, en tant que Camerounais. Il y en a qui critiquent le pouvoir, il y en a qui disent il faut que tel quitte le pouvoir et que vous nous mettiez à sa place. Il y en a qui fustigent d'autres leaders politiques ou qui disent cette fameuse phrase, il y avait quoi avant? Personne n'est en train de parler de ce que les Camerounais veulent et de ce que notre pays doit devenir. Personne n'est en train de parler alors que nous sommes dans une année cruciale pour le devenir de cette nation, une année où nous allons choisir pour la première fois en 7 ans qui va présider à nos destinées notre destinée commune pour les 7 prochaines années. Personne n'est en train de parler de ce que ce leader doit remplir comme critère. Quel est le programme qu'il doit défendre? Ça devrait être ça, le cœur de l'information que nous avons sur toute cette formation politique. Mais si je vous parle de n'importe quel leader et que je vous demande à quoi est-ce qu'il vous fait penser en termes d'actualité, ça ne sera pas à un des éléments de son programme. Pour moi, ça ne peut pas vouloir dire que les leaders sont problématiques. Je crois que ce qui est problématique, c'est la structure de comment dirais-je, la structure de la conversation. C'est la manière dont on mène le débat politique. Ce qui est problématique, c'est que les Camerounais, en tant qu'électeurs, en tant que citoyens, sont trop loin de la vie politique. Comment est-ce qu'on fait pour les attirer dans la vie politique? Je crois qu'il faut chercher autre chose que des partis, parce que plus de 300 personnes ont décidé de créer des partis politiques sans vraiment attirer la majorité des Camerounais. Mais on a vu dans d'autres pays, en Afrique ou ailleurs, des mouvements politiques de masse qui réunissaient des milliers, voire des centaines de milliers de personnes se mettre en place. C'est pour ça que je me suis dit, c'est là que j'ai envie d'aller. Je voudrais trouver le moyen de réunir les Camerounais dans quelque chose qui est un mouvement d'action et de revendication politique, mais qui n'est pas un parti politique. Donc, qui n'est pas là pour mettre tel ou tel en fonction, d'accord? Mais qui est là pour faire triompher une revendication. Si vous étiez donné de revenir dans la vie politique, est-ce que vous allez encore intégrer un parti politique? Alors, je tiens à dire que pour moi, je suis encore dans la vie politique. Je ne suis pas dans la vie politique partisane, mais je suis encore dans la vie politique. Est-ce que demain ou après-demain, je retournerai à la vie politique partisane? C'est difficile à dire aujourd'hui. Si je suis convaincue que de cette manière-là, je peux continuer de faire avancer notre pays vers cette prospérité dont on a parlé, oui, je ne suis pas fermée à l'idée. Aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit là où je peux servir le mieux. Et c'est pour ça que je suis bien là où je suis, c'est-à-dire au sein des bâtisseurs de la nation. Parlons justement des bâtisseurs de la nation, ça va arriver, voilà. Quelle est la vision de ce mouvement des bâtisseurs de la nation? Alors nous voulons, comment est-ce que je pourrais encapsuler ça?
euh, nous assurer que la transformation de notre nation passe par la prise en compte des aspirations et des attentes du plus modeste des Camerounais qui ne prennent pas la parole, des Camerounais qui ne sont pas entendus, des Camerounais qui ont le sentiment qu'ils ne comptent pas. Nous voulons offrir un véhicule à ces Camerounais-là pour qu'ils puissent exprimer leurs attentes et pour qu'ils voient qu'ensemble, ils peuvent transformer ce pays. Je vais prendre un exemple. Il y a quelques semaines, le gouvernement a décidé de créer un parc national ou de publier le décret ou de mettre en œuvre le décret parce que c'est un projet qui est assez ancien dans la région de l'extrême nord, Mbed, je crois. Les populations qui habitent la région se sont mobilisées contre ce projet. Et dans un endroit aussi lointain, là où en général on ne regarde pas, là où on a l'impression que ce sont des citoyens de seconde ou de troisième zone qui vivent et on ne s'intéresse pas à ce qu'ils peuvent vouloir, dans un endroit comme celui-là, ils ont réussi à attirer l'attention sur ce qu'ils voulaient eux, à exprimer ce qu'ils voulaient eux, d'une manière tellement forte que le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre de la Défense et le ministre de l'administration territoriale se sont déplacés pour aller sur place, pour aller écouter et prendre note de leurs attentes, de leurs besoins. Cela montre que le pouvoir dont on parle là, il n'est pas étudié. Il est où? Il est à l'intérieur de chaque foyer camerounais qui peut décider qui va s'installer à Etoudi. Et il y a deux manières de décider. On se tait, et dans ce cas, n'importe qui peut, en se battant avec quelques autres concurrents, arriver à Etoudi, ou on s'exprime. Et dans ce cas, celui que l'on choisit, c'est que il nous doit sa place à nous tous. Donc, les bâtisseurs de la nation, c'est le moyen que nous proposons à nos compatriotes de prendre la parole, de reprendre et d'exercer le pouvoir qui est le leur. Le premier projet autour duquel nous voulons nous rassembler, c'est celui de la supervision des élections. L'une des leçons de 2018 et du contentieux post-électoral devant le Conseil constitutionnel, c'est que le président actuel a gagné sur la base de fraude massive. C'est quelque chose que l'on savait, ou plutôt que l'on soupçonnait. C'est quelque chose que ce procès, cette audience devant le Conseil constitutionnel a permis d'établir. Parce que l'on a vu dans 36 départements comment concrètement les fraudes étaient organisées. Comment on passait de ce qui s'est passé dans le bureau de vote à un tableau Excel où il n'y a pas de signature qui a été retravaillée et qui est donnée telle quelle au Conseil à la Commission nationale de recensement général des votes, qui l'approuve pour maintenir le statu quo. Ça, c'est la leçon de 2018. En 2025, nous disons, nous allons réunir 10 000 volontaires, 10 000 Camerounais, 10 000 électeurs répartis sur toute la superficie du territoire, qui vont observer le scrutin et qui vont envoyer le résultat de leurs observations à une équipe centrale qui pourra compiler les résultats et produire ces résultats, informer la nation camerounaise et toutes les nations autour dès le lendemain du scrutin de ce que les tendances véritables sur le terrain annoncent. Qui a été choisi pour présider à notre destinée à partir d'octobre 2025. Ça, ce sera une première historique. Ça n'est possible que si les Camerounais, les électeurs partout décident de se porter volontaire et faire ce travail qui est un travail, en fait, consacré par la loi. Vous n'avez pas besoin d'autorisation. La loi électorale
mal rédigée comme elle est mal rédigée là, dit que le scrutin, le dépouillement se fait en présence des électeurs. Donc, il suffit d'être là et de rendre compte. Donc, les bâtisseurs de la nation sont là pour offrir la structure, le cadre, l'organisation. Mais le travail de défense de nos voix en tant qu'électeurs doit être fait par nos compatriotes. Voilà à quoi nous pouvons servir. Quand nous aurons fait ça, nous pourrons défendre vis-à-vis de ceux qui, habituellement, ou qui voudraient pour la première fois, détourner les voix des Camerounais et comment dirais-je, travestir leur volonté. Nous pourrons nous défendre, mais sur une base informée. Ce qui se passe cette fois-ci, ce n'est pas que pour la première fois, il y a des observateurs, mais que pour la première fois, il y aura des observateurs dans un échantillon représentatif de bureaux de vote. Plus de 5000 bureaux de vote sur un total de 28 100. D'accord? Donc, plus de 10%, peut-être près de 20% des bureaux de vote. Quand vous avez des observateurs dans près de 20% des bureaux de vote, vous avez un échantillon représentatif. Vous pouvez faire une projection. Vous pouvez dire, voici ce que les tendances prévoient. C'est ce qu'on a fait au Sénégal. Et c'est comme ça qu'on a su, dès le lundi matin suivant les élections, qui était le vainqueur. Et l'organe officiel qui a donné les résultats quelques jours après n'a pas eu le choix que de produire des résultats, les résultats véritables, tels qu'ils avaient déjà été annoncés à 0, quelque chose % près par l'organisation de la société civile qui a annoncé les résultats dès le lendemain du scrutin. Donc vous voyez pourquoi ce projet me tient à cœur, m'enthousiasme et pourquoi j'ai tellement envie de voir nos compatriotes y adhérer. Et vous voyez, petit clin d'œil, pourquoi je trouve beaucoup plus intéressant de travailler dans une organisation de la société civile aujourd'hui que d'être dans un parti politique. Est-ce que ceci fait partie des axes principaux de ce mouvement? Aujourd'hui, oui, c'est le projet phare. Ça s'appelle DISO, c'est le projet Sentinelle. Nous l'avons lancé officiellement en septembre de l'année dernière. DISO, l'œil. Oui, parce que c'est l'œil. C'est un mot en douala pour dire l'œil. Et qui veut dire aussi sentinelle. Vous voyez, c'est celui qui veille quand les autres dorment. C'est celui qui observe. C'est celui qui peut alerter. Voilà. Donc, ce projet de supervision du scrutin, ça s'appelle le projet DISO. À partir de celui-là, il y en aura d'autres. Ce ne sera pas la fin des bâtisseurs de la nation, mais nous continuerons de travailler pour que la volonté des Camerounais soit prise en compte dans la manière dont on vote la loi de finances, les priorités que l'on choisit, que ce soit au niveau local ou au niveau national, dans la manière dont on traite certains fonctionnaires dont le sort nous tient à cœur. Dans le cadre du projet DISO, nous sommes en partenariat avec OTS, l'organisation des enseignants. Le sort des enseignants nous est particulièrement sensible parce que ce sont des personnes qui se dévouent pour l'esprit, l'intellect des futurs acteurs de la vie camerounaise. Donc, il est important qu'ils soient traités avec respect et décence. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et le partenariat continuera, je l'espère, pour que nous puissions demain revenir sur la question des enseignants. Bien. Voilà. Est-ce à dire que le mouvement, les bâtisseurs, s'intéresse mieux aux besoins des Camerounais que les partis politiques traditionnels? Je vous laisse en juger. Je ne peux pas être jugée parti. Si je vous donnais mon avis là-dessus, je ne serais pas impartiale. Maintenant, ça rejoint ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, si je ne me trompe pas, que les partis politiques traditionnels sont éloignés de la réalité du terrain. Et d'après la description que vous faites du mouvement Les Bâtisseurs, vous semblez expliquer que le mouvement est plus dans la recherche du besoin des Camerounais que les partis politiques. Oui, effectivement. Alors, je vais vous dire pourquoi, à mon sens. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le parti politique fonctionne sur la base du respect de la hiérarchie.
d'accord? Il y a quelqu'un qui donne une direction et la base militante est là pour valider ce que la personne qui donne la direction a dit. Elle est là pour valider le président qui peut être candidat à des fonctions électives, pour valider les députés, etc. Après, c'est eux qui mettent en œuvre la vision du parti, ce n'est pas la base. Le mouvement, un mouvement de masse populaire, en revanche, fonctionne dans l'autre sens. Si vous n'êtes pas d'accord avec la cause que le mouvement défend, vous n'êtes pas là. Et la cause ne peut pas être défendue avec succès sans la base.